qui conseiller spécial à la sécurité, qui à la santé, à l'emploi, à la famille, bref, chacun au niveau du secteur d'activité délaissé de fait quelques jours plus tôt. Apparemment, tout sauf un concours de circonstances, les récentes nominations ont bien un sens. Qu'est-ce qui peut donc en être le mobile profond? La question sera soumise à réflexion sous peu. Mais les tribunes libres, ce sera également le phénomène d'intoxication comme arme de campagne sur les réseaux sociaux et dans bien des journaux. Notre dossier du jour portera sur le niveau de la qualité des femmes et des hommes qui cherchent à se consacrer à l'animation de la vie politique. Un niveau de plus en plus sujet à controverse, en bonne place des enjeux de développement qui s'imposent désormais au pays. Quelle pourrait être la touche dans ce sens des deux candidats restés en lice? Leurs représentants pour nous renseigner tout à l'heure. Mais avant de les retrouver, l'instant revue des titres des journaux. Au rendez-vous ce matin pour la revue des titres des journaux. Kodjovi Ametonou, bonjour. Bonjour Joël Yetondier, salut aux amis téléspectateurs. La une des journaux très enrichissante ce matin. C'est bien cela et nous démarrons donc ce matin, contrairement à Actu Express, avec le quotidien La Nouvelle Tribune qui met en manchette réforme dans la régulation des télécoms, un autre scandale de 16 milliards. Sous le président Boni Yayi. Et puis second tour de la présidentielle de 2016, l'appel franc et exigeant du PCB a voté pour le candidat Patrice Talon. Le journal La Relève Info, présidentielle 2016, soutien du parti Partenariat pour le développement du Bénin à Patrice Talon. Le PDB opte pour la rupture et choisit la voie du peuple. La source de l'info, donc quotidien, la source de l'info, alternance à la tête du pays, Patrice Talon comme Boni Yayi en 2006. C'est une interrogation donc à la une de ce journal. Le quotidien, la tribune de la capitale, deuxième tour du scrutin présidentiel. Le message de Lionel Zissou à tout le peuple béninois. Scrutin du dimanche prochain. L'UN et le PCB officialisent leur soutien à Patrice Talon. L'affiche du jour, présidentielle de 2016 et ralliement de presque tous les candidats à Talon. Lionel Zissou seul contre tous peut-il gagner? C'est une interrogation à la une de l'affiche du jour quotidien, le Challenge. Mobilisation générale autour du compétiteur né. L'Union fait, la Nation et Fernand Amoussou rejoignent la grande alliance de la rupture. Le coopérant. Deuxième tour de l'élection présidentielle de 2016. Zissou décroche le soutien massif des électeurs d'Ajavon, PIC et ABT. Le gongonneur. Second tour de l'élection présidentielle entre Zissou et Talon. La coalition de la rupture comme l'alliance Wallogadé en 2006. Une interrogation également Talon-Zissou, un combat de gladiateurs le matin. Déclaration de soutien de l'UN à Patrice Talon. Rien n'est gagné d'avance, d'ici Bruno Amoussou. Le meilleur quotidien, donc le meilleur. Second tour de la présidentielle de mars 2016. La Marina s'éloigne de Lionel Zissou, ce que les Béninois reprochent au candidat proposé par Yayi. Les dernières complaintes du Premier ministre. Le pays émergent, second tour de la présidentielle du 20 mars 2016, Patrice Talon, le successeur de Boni Yayi à partir du 6 avril. Une interrogation, arrivée prochaine d'une mission d'audit de la FIFA au Bénin, la gestion d'Augustin Aranvoyebla à l'ordre du jour, le congrès électif de la FBF prévu le 30 mars, reporter le potentiel. Non-paiement des primes spécifiques aux forces armées béninoises. Les militaires sont furieux et très remontés contre Yayi. C'est l'une des raisons pour lesquelles son candidat a été battu au premier tour de la présidentielle au sein de la Grande Muette. Titre le potentiel et pur aliment de 25 candidats à Patrice Talon pour le second tour de la présidentielle. La coalition qui crée la hantise chez les Zissouistes. Le Télégramme, second tour de la présidentielle de 2016. Big match entre Lionel Zissou et Patrice Talon et puis tractation
pour le second tour de l'élection présidentielle de 2016, Zinsou, Kouché et Okunlola chez le président Fagbohun hier. Les pharaons. Pour sauver le soldat Zinsou, Boni Yahi promet ciel et terre aux Béninois. Puis saison pluvieuse de retour de l'inondation à Cotonou, encore des sueurs froides pour la mairie de Cotonou. L'événement du jour, conférence de presse de l'Union fait la nation. L'UN invite à voter Patrice Talon. L'expression mobilisation pour le second tour de la présidentielle vers un plébiscite de Patrice Talon. Et puis vague de soutien à Patrice Talon, UN, PCB et consorts pour la victoire finale. L'humanité, coalition de la rupture. Un mouchoir de poche pour ruiner le Bénin. Le peuple béninois doit rester donc vigilant pour déjouer leur plan et puis supposer réaction des magistrats de la liberté et de la justice. L'UNAMAP déclare halte à l'usurpation des titres et à la désinformation. Et puis Martin Libre, second tour de la présidentielle, UN, éviter le triomphalisme. C'est bien sûr force paramilitaire béninoise vers l'adoption du statut particulier. Joël Yitonji, premier acte de cette revue de presse. Dans une trentaine de minutes, nous nous retrouvons donc pour le second acte. Tout à fait. On va vous retrouver pour le second acte. Vous l'avez mentionné pour la revue des titres. Mais quand je vis avec nous exceptionnellement, vous allez rester avec nous pour la suite du débat. Mais on va vous retrouver juste après ce générique. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur notre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. L'instant Bénin, tribune libre sur 100% Bénin. Et pour ce débat, j'ai déjà sur ce plateau Letondi Béton. L'analyste financier n'est pas reçu aujourd'hui sous cette casquette, mais plutôt sous celui du président du mouvement des indépendants et contributeur au journal en ligne Cotonou 24 News. Letondi Béton, bonjour. Bonjour Joël. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. En face de lui, je l'annonçais, Kodovi Ametonou, qui momentanément a laissé les journaux pour le débat du jour. Kodovi Ametonou, merci pour la compagnie. Je vous en prie, Joël. Officiellement, on ne saura peut-être jamais rien des raisons des départs notés lors du récent remaniement, mais on peut tout de même affirmer avec certitude que les ministres relevés de leurs fonctions ne sont pas des pestiférés du régime. Actuellement, ils tiennent déjà d'autres rôles dans la République. Letondi Béton, vous l'avez observé, qui conseiller à la sécurité, qui à la santé, qui à l'emploi. La suite, comment l'avez-vous apprécié ces repositionnements? Merci Joël. D'abord, je tiens à dire que le remaniement ministériel qui a eu lieu la dernière fois rentre dans le cadre de la même instabilité gouvernementale chronique dénoncée par beaucoup de gens dans ce pays. Il est inconcevable qu'à quelques jours, pratiquement, disons, 2 semaines de la fin d'un mandat présidentiel, qu'on opère un remaniement ministériel de ce genre avec la promotion de plusieurs ministres à titre de ministre d'État et également la nomination de gens qui ne sont plus ministres aujourd'hui comme conseillers techniques du chef de l'État. Eh bien, vous savez que c'est des prérogatives du chef de procéder au remaniement autant de fois qu'il le veut. Bien entendu, mais c'est clair qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'une continuité dans l'action gouvernementale. C'est-à-dire que le Bénin est un pays pauvre et on ne peut pas se permettre d'utiliser les ressources, les maigres ressources de l'État dont nous disposons aujourd'hui à des fins politiques. Parce que de quoi s'agit-il? Il s'agit de nominations à but électoraliste. Vous n'êtes pas sans savoir que la plupart des ministres du gouvernement se sont mis au service du candidat
Lionel Zissou, le candidat dit de la continuité et de l'Alliance républicaine. Le directeur de campagne en chef du Premier ministre, c'est le président de la République. Et à ça, vous ajoutez la trentaine de ministres qui sont dans le gouvernement du président Boni Yayi. Vous ajoutez les préfets des départements. Vous ajoutez les maires, les conseillers municipaux, le président de l'Assemblée nationale, le vice-président de l'Assemblée nationale, les ambassadeurs en poste dans la représentation diplomatique du Bénin à l'étranger. Et c'est cette coalition qui, aujourd'hui, est incapable de porter le Premier ministre à la présidence de la République. Parce que si on suit ce qui s'est passé le 6 mars 2016, on a assisté à un référendum où la question devant les électeurs était « est-ce que vous optez pour la continuité ou la rupture avec le système actuel ?» Est-ce qu'il y a un référendum lorsque l'on vient quand même en tête? Est-ce qu'il y a un référendum là? Non, écoutez, moi je ne pense pas que le Premier ministre Lionel Zissou est venu en tête. C'est-à-dire qu'il faut faire une analyse globale des résultats de ce premier tour. Qu'est-ce qui s'est passé? La stratégie du Premier ministre, c'est-à-dire du tandem Zissou-Yayi, n'a pas marché. Parce que quand vous regardez l'interview accordée par le Premier ministre au quotidien français, l'Express, à quelques jours du premier tour des élections présidentielles, interview dans laquelle il a pris à partie une bonne partie de la classe politique béninoise, y compris les personnalités dont le président Nicéphore Soglo, son épouse Albert Evo Edre, le candidat Abdoulaye Biotchane, le candidat Pascal Irénée Koupaki qui l'a traité d'extrémiste, le candidat Sébastien Adjavon qui a été accusé de toutes sortes de choses, notamment de fraude douanière et d'évasion fiscale, le candidat Patrice Talon, etc. Dans cette interview, ce qui a échappé à la plupart de ceux qui ont lu cette interview, c'est la partie où le Premier ministre a dit que dans une stratégie afin de gagner les élections présidentielles, le chef de l'État l'a choisi parce que le nord du Bénin était dans la logique de la continuité et le sud du Bénin était dans une logique de rupture. Mais ce qu'on a constaté, c'est que c'est tout le peuple béninois qui est dans cette logique de rupture. Parce que quand vous analysez... Le Nord a bien accompagné le candidat que vous qualifiez du candidat du pouvoir. Pas du tout. Quand vous analysez les scores des autres candidats, Abdoulaye Biotchane, Pascal Irénée Koupaki, Patrice Talon, Sébastien Adjavon et tous les autres candidats de la coalition de la rupture, on constate aisément que la coalition de la rupture a fait un très bon score, plus de 50% des suffrages exprimés dans le nord du Bénin. Ça veut dire quoi? Que la stratégie de division, la stratégie régionaliste employée ces 10 dernières années par le régime du président Boni Yayi n'a pas marché. C'est une stratégie qui a montré son essoufflement et qui montre que le peuple béninois est uni, le peuple béninois demeurera un peuple uni après ces élections et nous allons travailler ensemble afin de sortir de cette situation que nous avons vécue depuis quelques années. On entend donner très rapidement la parole à Kodevi Hamilton. Vous me dites, après cette introduction, oui, quelle relation vraiment faites-vous de ce repositionnement de ces ministres? Hier ministre, aujourd'hui conseiller. Bien sûr, je vois deux choses dans ce repositionnement. D'abord, les gens qui ne sont plus ministres aujourd'hui, c'est soit un désaveu du chef de l'État, parce que ces gens ont été incapables de délivrer les résultats escomptés par le candidat Lionel Zissou sur le terrain. Ils n'ont pas été en mesure de faire un bon score, de faire voter les électeurs, c'est-à-dire faire sortir les électeurs pour voter. Ça, c'est le rôle du ministre? Bien sûr. Aujourd'hui, on a constaté que la plupart des ministres, sinon tous les ministres, sont en campagne pour le candidat Lionel Zissou. Le gouvernement béninois, l'administration publique béninoise a été instrumentalisée par le président Boni Yayi et le candidat Lionel Zissou afin de faire gagner le Premier ministre Lionel Zissou. Et ça se constate aisément. Les véhicules administratifs, les aéronefs de l'État, tous sont utilisés par ces deux hommes, c'est-à-dire le directeur de campagne en chef de Lionel Zissou, le président Boni Yayi, et les autres membres de l'administration publique, c'est-à-dire les directeurs de sociétés d'État, les ministres et consorts, pour
aider ce candidat. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que cette stratégie n'a pas marché. Et donc, du coup, le chef de l'État fait appel à d'autres individus dans un jeu de chaises musicales et maintenant nomme ces gens ministres, fait la promotion d'autres qui sont devenus ministres d'État. Et toute cette situation, on remarque aujourd'hui, aura une incidence financière sur le budget national de plusieurs centaines de millions de francs CFA, au même moment où les jeunes béninois qui nous regardent en ce moment sont au chômage, les femmes aujourd'hui sont au chômage, les femmes sont obligées de faire du commerce grâce au microcrédit de 30 000 francs, au même moment où on fait la promotion de certains ministres qui deviennent des ministres d'État, qui vont empocher des millions de francs CFA, qui sûrement seront utilisés pour perpétuer le système de la continuité, un système basé sur la corruption, le népotisme et tous les vices que vous savez qui sont propres à ce régime que nous avons vécu ces 10 dernières années. Et au même moment, d'autres ministres sont nommés conseillers auprès du chef de l'État. Vous allez me dire que parmi les jeunes béninois, il n'y a pas des compétences nécessaires pour travailler auprès du chef de l'État. Non, je crois bien qu'au Bénin, on a des gens très capables qui sont en mesure d'aider le chef de l'État à porter sa vision de développement. Est-ce qu'il faut blâmer le chef de l'État? Les ministres aujourd'hui conseillers, et ceci répond tout au moins à une stratégie dans le travail. Moi, j'aurais bien voulu que les uns et les autres soient livrés à eux-mêmes, plutôt que d'être rappelés à ces fonctions, ces pseudo-fonctions, parce qu'en réalité, on ne sait pas si le chef de l'État a besoin d'un conseiller. Pourquoi? Oui, mais parce que chaque fois, quand ils finissent leur mission auprès du chef de l'État, ils vous rapprochez d'eux, autant les ministres, les anciens ministres, je veux dire, ou ceux-là qui ont été faits conseillers juste après leur portefeuille ministériel, ils vous diront en réalité, dans tel secteur où moi j'ai été nommé conseiller, où j'ai été ministre, est-ce que véritablement j'ai été écouté? C'est là l'hypocrisie, parce qu'ils auraient quand même eu le temps de dénoncer un certain nombre d'actes. La plupart du temps, ils sont au palais parce qu'ils ont des véhicules administratifs qu'ils utilisent à bon escient, donc ça les arrange pour ce peu de temps. Sinon, en réalité, le portefeuille de conseiller qu'on essaye de brandir au lendemain des remaniements ministériels, c'est juste du saupoudrage pour faire croire à ceux-là à qui on arrache. Parce que vous savez, lorsqu'on vous nomme ministre ici, vous organisez des fêtes, des marches pour montrer au chef de l'État qu'il a bien fait de vous nommer. Tout le village, tout l'arrondissement, tout le département, si possible, remercie le chef de l'État à cet effet. Donc, si on dit aujourd'hui que votre fils parle du gouvernement, eh bien, c'est un regret. Donc, pour montrer à cette population, à ce département, à ce village, si possible, que leur fils, en réalité, n'a pas quitté le gouvernement, n'a pas quitté le système, en réalité, on le nomme conseiller juste au lendemain et on le garde là. La plupart du temps, c'est comme ça. La plupart du temps, vous dites-vous, mais un conseiller, on sait d'habitude, c'est quand même le chapeau, la cheville ouvrière. Il a l'œil sur ce qui se fait et peut apprécier. Lorsque le ministre est en erreur, par exemple, je prends le ministre de l'Intérieur qui retrouve maintenant le portefeuille de conseiller spécial à la sécurité. L'homme, pour avoir exercé, elle peut conseiller le chef et dit même au ministre qui est là, non, c'est pas comme ça qu'il faut procéder, n'est-ce pas? Il suffit, Joël, de constater tout ce que vous voyez sur le terrain pour s'assurer que, eh bien, même les ministres ne font véritablement pas ce pourquoi ils sont nommés. Lorsque vous voyez le chef de l'État qui procède aux poses de pierre, lorsque vous voyez le chef de l'État qui procède aux réceptions, lorsque vous voyez le chef de l'État qui descend fréquemment sur le terrain, lorsque vous prenez par exemple le marché d'Antokpa où il faut juste aller construire des paillotes et chaque fois le chef de l'État descend pour constater l'évolution des travaux, qu'est-ce qu'un conseiller en travaux publics peut faire? Qu'est-ce que le ministre des Travaux publics peut dire à ce niveau-là? En réalité, chacun dans sa posture administrative est justifié à partir de cet instant administratif, du moins c'est justifié à partir de cet instant son rôle au niveau du budget, parce que chacun est payé en fonction de son titre et en fonction de son intervention. À partir de cet instant, je crois que ça arrange les poches plutôt que le Béninois, plutôt que le travail pour lequel on est nommé, on est supposé donc travailler. Moi, j'ai vu tout à l'heure, j'ai suivi Béton qui faisait donc sa lecture à la fois des résultats obtenus par les uns et les autres et du repositionnement de chacun de ces ministres-là en tant que conseiller, mais c'est bien sûr la réalité, ça.
On n'est pas nommé pour rien travailler. Que des nominations oui, politiques. Juste des remerciements. Et quand je prends par exemple ce qui vient d'être venu comme remaniement, vous appelez, il y en a qui ont été punis juste parce que certains ont été défaillants. Il y en a qui ont été également remerciés parce que ceux qui sont nommés aujourd'hui, c'est juste pour aller faire la campagne dans celle. Lorsque vous analysez un peu la nomination, vous verrez que c'est la plupart du temps des zones où on n'a pas fait grand chose. Donc on est tenté de mettre un peu de bémol quand on vous suit parce qu'il n'y a pas eu de nomination qu'à ce niveau. Il y a des directeurs qui ont été nommés au niveau des ministères. Mais ça rime à la même chose, ça rime à la même réalité. C'est que ces directeurs aujourd'hui, ces villages ou ces quartiers de ville qui ont bénéficié de ces directeurs vont pouvoir donc reconnaître en chef de l'État ce Messie qui n'a oublié personne. Et on va leur dire, attention, vos fils n'ont pas été oubliés à partir de cet instant. Donnez la preuve au chef de l'État que vous êtes reconnaissant. Et ces ministres qui ont été aujourd'hui débarqués également et qui se sont fait conseiller diront également, écoutez, il nous a fait partie, mais on n'a pas quitté le système. À partir de cet instant, démontrer encore une fois au chef de l'État que nous sommes dans la continuité et dès qu'il va nous faire encore confiance, vous verrez parmi vous des gens qui vont encore entrer dans le gouvernement. C'est donc stratégique, c'est pas un remaniement qui est intervenu forcément pour le bien du peuple, pour le bien de ces départements ministériels. C'est juste une stratégie pour redéployer l'équipe et faire davantage meilleure prestations pour le second tour peut-être de la présidentielle. Si quelqu'un a l'habitude de parler de ruse et de malice sur ce plateau, c'est de cela qu'use désormais le chef de l'État? Non, mais ce auquel nous assistons, c'est la continuité dans la vassalisation des hommes politiques, des cadres de l'administration publique. Vous faites attention un peu aux mots que vous utilisez la là. Continuité dans la gabégie, parce que, regardez, au même moment où nous allons à une élection présidentielle, quelques un jour plus tôt, en février, on remarque que le président de la République, le Premier ministre, le ministre d'État ont signé un décret qui octroie de manière rétroactive plusieurs milliards de francs CFA aux directeurs du cabinet, aux secrétaires généraux des ministères, aux secrétaires généraux adjoints, aux directeurs de cabinet adjoints, que vous savez, la plupart de ces postes aujourd'hui, c'est des postes politiques. Et donc, si, à quelques jours d'un scrutin présidentiel, on octroie des primes de ce genre, de plusieurs dizaines, de plusieurs milliards de francs CFA à ces gens, c'est dans quel but? Est-ce que c'est dans un but de les inféoder ou dans un but de continuer à les instrumentaliser, à les mettre au service d'un gouvernement ou d'un système qui veut perpétuer sa domination sur le pays? Moi, je pense que quand nous avons une situation pareille, où le Premier ministre qui, dès sa nomination en juin 2015, a dit qu'il venait avec des méthodes, que si avec ces méthodes, il pouvait montrer qu'on pouvait diriger autrement, que les Béninois pouvaient vouloir une certaine continuité avec lui. Mais force est de constater aujourd'hui que, loin des méthodes que le Premier ministre nous a promis, on a assisté ces 10 derniers mois à une situation où la gabegie financière a pris une autre proportion. Mettons-nous là, est-ce qu'on n'est pas dans un mélange de genres? Le Premier ministre, il y a quoi à voir avec tout ça? Il est juste nommé au même titre que les autres. Le gouvernail est tenu par le chef du gouvernement, Thomas Boni Yayi. N'est-ce pas lui qui reste le maître à bord? Son mandat court toujours. Voilà, ça me fait croire heureusement que vous êtes l'animateur du débat, sinon j'allais vous dire simplement que vous êtes en train de vous contredire là. Parce que je vous disais tout à l'heure que lorsqu'on vous nomme conseiller ou vous êtes ministre auprès du chef de l'État, en tout cas l'actuel qui est là aujourd'hui, c'est que vous êtes là juste que pour le titre. Alors vous venez donc de remarquer plutôt que c'est le chef de l'État qui est le chef du gouvernement et qui décide de tout et qui fait tout et qui donc décide des mesures à appliquer. Alors si Lionel Zissou est venu avec sa méthode et que le président de la République qu'il a nommé estime qu'en la matière, dans mon pays et les hommes avec qui j'ai affaire, cela ne marche pas, il doit pouvoir en gagner. Mais c'est ça ce qui s'est passé en réalité. Sinon, il peut être animé de bonnes intentions parce qu'il est vraiment venu d'ailleurs et il a vu faire ailleurs et autrement. Donc,
Il a apporté ça ici, mais ça ne peut pas marcher. Et là, vous êtes peut-être en train de le défendre, mais non. Étant donné qu'il est le Premier ministre et qu'il estime la plupart du temps, il prend les actes, au même titre que le chef de l'État, s'il n'est pas là, c'est lui qui préside donc le Conseil des ministres, il doit pouvoir donc assumer les responsabilités qui sont les siennes. Et à partir de cet instant, si ça ne marche pas, il doit pouvoir endosser les responsabilités. Et il a dit au cours d'une interview, il a dit qu'il assume, il endosse et il doit pouvoir donc répondre de tout ce qui s'est passé jusque-là. Et à partir de cet instant, lorsque ça ne marche pas, lorsque la méthode ne marche pas, il sera donc tenu responsable, au même titre que le chef de l'État. Parlant de méthodologie, mais sur tout autre plan, celle des journalistes et de ces hommes qui envahissent les réseaux sociaux. Aujourd'hui, autre mode de communication, c'est bien l'intoxication. On a de la peine à dissocier l'information de l'intox. Et hier, ces dernières 24 heures, une information qui a fait grand bruit à la une de bien des journaux, c'est bien la décision d'un certain nombre de magistrats. Heureusement, l'UNAMAB est monté au créneau pour faire la part des choses. Béton, je le disais, vous êtes contributeur d'un journal en ligne. Comment vivez-vous ces informations faciles de démêler les chevaux? D'abord, je pense que les journalistes, avant de publier leurs informations, doivent vérifier ces informations. Je crois que ça fait partie de leur déontologie. Et tout ceci nous amène à dire qu'il faut revoir le système de fonctionnement de la HAC. C'est-à-dire que si vous publiez des informations et que les gens vous amenaient devant les tribunaux et que vous deviez payer des dommages et intérêts, je pense que les gens vont beaucoup réfléchir avant de publier ces informations. Mais ce que je tiens à dire, c'est quoi? Que quand vous prenez une situation pareille, où on écrit une lettre, on met des noms, et on découvre au finish que les gens qui étaient même signataires de cette lettre ne sont même pas des magistrats. Je crois que si c'est finalement ce qu'on a compris, ne sont pas des magistrats. Donc, ça veut dire que c'est une intoxication organisée à un niveau vraiment élevé. Le journaliste a été piégé. Non seulement le journaliste a été piégé, mais on a constaté aujourd'hui que dans ce pays, c'est-à-dire que l'intoxication est même organisée au sein de l'appareil d'État. Donc on peut comprendre le journaliste. Bien sûr, oui, bien sûr. Parce que quand vous êtes là et vous avez un ministre ou un homme politique qui vient et qui vous remet des documents, bon, la plupart du temps, vous n'allez pas, je crois, questionner les motifs de cette personne. Mais ce qu'on constate, c'est que ce genre de situation peut nous amener à des extrêmes. Oui, quand vous trouvez vraiment d'excuses aux journalistes dans des cas d'espèce pour des informations aussi graves? Oui, mais lorsque nous sommes dans une république où tout papier est assez de secret d'État, où vous avez confidentiel, où vous n'avez pas accès véritable aux sources d'information, alors que le public a droit à de l'information, les téléspectateurs ont besoin d'images, à la radio on a besoin du son, vous n'avez qu'à vous adresser à la source qui s'ouvre à vous. Et c'est là le véritable problème. C'est une question de responsabilité partagée. Et moi, je pense qu'on ne va pas faire de rétropédalage, demander aujourd'hui à la HAC de revoir sa méthode, d'accord, mais procéder à des sanctions, à des amendes d'un certain niveau, non, parce que la presse, tant qu'on ne libère pas l'accès à la source d'information, c'est un véritable problème qui se pose donc aux journalistes. Et en la matière, je crois qu'on doit pouvoir leur trouver quand même des situations atténuantes. Trouver des situations atténuantes, oui, Béton, vous voulez ajouter? Oui, bien sûr, je veux aller un peu dans son sens. En fait, ce que moi je disais, c'est que la HAC, je n'ai jamais été fan de la HAC. C'est-à-dire, pour moi, la HAC a toujours été un instrument utilisé pour opprimer la presse. Toujours. Mais voyez un peu ce qui s'est passé récemment, les dernières décisions rendues par la HAC, toute proportion gardée. Est-ce que quelque part les hommes de médias n'ont pas exagéré? Est-ce que la HAC n'a pas su couper la poire en deux? Non, vous savez, le rôle de la HAC, ce n'est pas de dire aux hommes de médias et publier tel article, ne publiez pas tel article ou pas. Je vous donne un exemple. Si un journaliste publie un article contre ma personne, je peux
aller au tribunal, le fait traduit devant les tribunaux. C'est ce qui se passe dans tous les pays qui se respectent. C'est-à-dire un délit de... Mais la Hague, au moins, évite aux journalistes de se retrouver directement devant les tribunaux. Alors, sur le code de pénalisation que nous avons déjà voté et adopté ici, donc il faut rester quand même collé au test. Moi, je crois que l'époque de on doit traduire devant la justice ou non un journaliste, il faut qu'on évite ça au maximum. Et je crois que la HAC aujourd'hui fait un travail qu'il faut féliciter seulement que nous devons donc l'inviter à ne pas être la caisse de résonance de quelque pouvoir que ce soit pour que la bonne communication, pour permettre donc aux journalistes d'exercer aisément leur métier. Mesdames, Messieurs, on aimerait bien poursuivre le débat, mais le temps tire à sa fin. Pour la première partie de cette émission, nous allons vous retrouver tout à l'heure pour 100% Bénin. Pour l'instant, la liaison avec la rédaction.